On va passer maintenant à la phase suivante, qui est quelle perspective pour l'enfance et la jeunesse aux prises avec diverses formes de pauvreté et de situations précaires. Alors, c'est avec la participation d'étudiants à l'Université de Lorraine, à l'initiative notamment de Thomas Charazo, ici présent, qui est le responsable de la communication de la revue que vous connaissez sans doute pas, qui s'appelle E-Storia, le journal par et pour les étudiants de l'université. Et puis, il va y avoir aussi Rémi Richessy, qui est un master d'histoire sur la précarité étudiante et handicap. Mais je vais commencer par faire quelque chose que je n'aurais pas dû faire, parce que c'était prévu que ce soit, au titre du CNES, Tom Weber, qui est un jeune du service civique et qui travaille avec moi, et qui malheureusement s'est chopé le sida, et donc il est pour le moment en plus secoué au lit. Mais le Covid, qu'est-ce que je dis ? Oh, il y a tellement de vacheries qui circulent, vous savez. Eh bien, allez. Et puis, tout de suite, les autres, vous pouvez déjà vous avancer, ça gagnera du temps. Donc, ça touche la question dont on ne peut pas faire l'impasse, c'est la question de la pauvreté de l'enfance. Donc, il a intitulé ça « Quelques remarques sur la pauvreté de l'enfance et de la jeunesse en France aujourd'hui ». En 2018, selon l'INSEE, 1 enfant sur 5 vivait en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, ce sont près de 3 millions d'enfants qui sont pauvres. Dans un contexte économique instable et sans pitié avec les plus démunis, la détresse des enfants en situation de pauvreté croît d'année en année. En 10 ans, de 2008 à 2018, 600 000 enfants supplémentaires étaient touchés par la pauvreté, toujours selon l'INSEE. Les chiffres nous alarment sur l'urgence de venir en aide et de prendre en charge cette enfance en détresse. En septembre 2022, c'était plus de 42 000 enfants qui étaient privés d'un logement et vivant dans des hébergements d'urgence, dans des abris de fortune ou dans la rue, selon la Fédération des actions de solidarité, la FAS, et l'UNICEF, c'est-à-dire le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. En 2023, la FAS enregistre une augmentation de plus de 20% des enfants sans domicile. Près de 3 000 enfants sont contraints de dormir dehors en octobre 2023, dont le quart ont moins de 3 ans. La crise du logement qui touche les familles les plus précaires accentue la pauvreté des enfants. Cette dernière a aussi des conséquences lourdes sur le développement cognitif, émotionnel et relationnel de l'enfant. Tout cela pose la question des droits fondamentaux de ces enfants, notamment leur droit à la santé et à l'éducation. D'une part, se pose la question de l'hébergement des familles avec des enfants. Légalement, tout enfant à la rue peut être scolarisé en demandant une domiciliation auprès d'un assistant social ou d'un assistant social ou d'une association et en s'inscrivant auprès des services scolaires de la mairie. Mais, dans les faits, comment manger, boire, se doucher et faire ses devoirs sans domicile et ou dans des conditions de vie dégradées? L'étude Enfants, c'est enfants et familles sans logement personnel, révèle aussi une forte prévalence de retard de développement de 80,9% chez les enfants sans domicile. Les causes en sont les suivantes: la pauvreté, le défaut de recours aux soins, le stress parental, au surpeuplement et le manque de sommeil ont de graves répercussions dans le développement de l'enfant. D'une part, la question de l'alimentation des enfants en situation de précarité reste centrale. Toujours selon l'ANFAM, près de 8 familles hébergées en centre d'hébergement d'urgence ou à l'hôtel sur 10 et 2 enfants sur 3 souffrent de la faim, faute de pouvoir cuisiner dans leur lieu de vie. Quelle solution apporter dans ce cas? Une réponse possible est la réduction du coût de la restauration scolaire pour les enfants en situation de précarité. Par exemple, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle avait décidé en 2020-2021 d'assurer la gratuité et la restauration scolaire pour plus de 5 000 collégiens demi-pensionnaires
dont le foyer avait un quotient familial inférieur ou égal à 650 €. Cette année, encore, la participation du conseil départemental permet de garantir à tous un tarif inférieur au coût réel du repas et en solidarité avec les familles les plus modestes. Il est proposé une tarification sociale avec un repas à 0,50 €. Mais il y a des enfants qui ne mangent que parce qu'à midi, ils sont à la cantine. Les enfants en situation de pauvreté, et notamment sans domicile, sont également davantage exposés à des risques comme la pollution ou encore des comportements à risque comme la consommation d'alcool et de drogue. Ces risques ont de fortes répercussions sur l'anxiété et sur la santé mentale des enfants, sur leurs relations et le fonctionnement familial. Cela pose le problème de l'accès aux soins des enfants, de l'accueil à la petite enfance, de la médecine scolaire et des structures spécialisées dans les addictions des adolescents. Toujours selon l'étude de l'ENFAM réalisée par le SAMU social de Paris en 2013 auprès des familles sans domicile hébergées dans des centres d'hébergement, les troubles suspectés de la santé mentale globale étaient plus fréquents chez les enfants sans domicile, 19,2%, qu'en population générale, où ça n'est que de 8%. Chaque année en France, ce sont 40 000 adolescents qui font une tentative de suicide, selon l'UNICEF. Et selon le rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le HCFEA, intitulé « Quand les enfants vont mal, comment les aider ?», datant de mars 2023, la consommation de médicaments psychotropes par des enfants et des adolescents a augmenté de près de 50%. Pour des antipsychotiques, de plus de 60% pour des antidépresseurs, de plus 80% pour les psychostimulants de 2014 à 2021. Cela souligne d'une part l'impact colossal de la pauvreté sur la santé mentale des enfants et d'autre part une difficulté d'accès aux soins entraînant bien souvent une fracture dans leur parcours de soins. La fracture numérique augmente également les inégalités scolaires et sanitaires. Selon l'INSEE, près d'un quart des Français, 23%, ne possèdent ni ordinateur ni tablette et 1 sur 5 ne dispose pas d'abonnement Internet et 10% de la population vit dans une zone sans infrastructure Internet de qualité minimale à laquelle se raccorder principalement cela en zone rurale. Cette fracture conduit bien souvent au manque d'une maîtrise informatique et par conséquent à un renoncement de ses droits pour toutes les démarches administratives dématérialisées. La pauvreté de l'enfance comprend également les enfants en situation de migration et en particulier les mineurs non accompagnés, on en a parlé ce matin. Plusieurs milliers d'entre eux attendent la reconnaissance de leur minorité par l'État français. Le problème, la procédure peut prendre entre 3 et 18 mois, ce qui met en péril leur santé, leur scolarité et leur insertion. Il existe cependant l'aide médicale de l'État, l'AME, qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins pour les enfants mineurs. Ils bénéficient de cette aide sans délai, même s'ils ne remplissent pas la condition de résidence de plus de 3 mois en France, mais il est question de la supprimer. C'est ça qui est actuellement en discussion au Sénat. En ce qui concerne la protection de l'enfance, si tous les enfants pauvres ne connaissent pas les services de la protection de l'enfance, il est bien établi maintenant que les enfants confiés à l'ASE sont très largement issus des familles précarisées. Depuis plusieurs années, on observe d'ailleurs que les parents rencontrent des difficultés pour accueillir leurs enfants confiés lors de droits d'hébergement. Si des défaillances en matière de compétences parentales sont parfois le motif principal, on observe néanmoins que la situation économique et financière des familles, l'inconfort du logement, l'absence de moyens de mobilité sont aussi des facteurs qui altèrent la relation parent-enfant. Bien évidemment, le conseil départemental et les associations qui accueillent ces enfants mettent tout en œuvre pour remédier à ces constats. Il en est de même pour les mineurs non accompagnés, population isolée, qui bénéficient dans ce département de Meurthe-et-Moselle d'un bienveillant accueil et d'une prise en charge éducative, sanitaire et scolaire durant leur minorité et pour beaucoup aussi lorsqu'ils deviennent jeunes majeurs. On a écouté avec attention ce que nous a dit le président de l'Arelia ce matin sur aussi les efforts qui sont faits, parfois sur, simplement du fait de la mobilisation de bénévoles pour financer, on va dire, de telles actions. Alors que retenir de plus
de ce bref état des lieux de la pauvreté de l'enfance. Outre le rôle des politiques mis en œuvre par les services publics pour améliorer les conditions de vie et la prise en charge des enfants sans domicile ou en situation de précarité, n'oublions pas le rôle majeur des associations d'action sociale, citoyennes et d'entraide qui agissent quotidiennement, concrètement, à leur propre échelle pour améliorer les conditions de vie et la santé mentale des enfants en situation de précarité et de pauvreté. À cet égard, il faut souligner localement l'utilité, je le dis, de la coordination des associations de solidarité de Nancy Métropole qui a contribué activement à la préparation de cette journée. Je voudrais juste ajouter un mot. Ce qui se passe pour le moment, aussi bien au niveau de la guerre en Ukraine qu'avec la guerre entre Israël et la Palestine, provoque chez les enfants un séisme dont il faudra beaucoup de temps pour en corriger les effets. Alors maintenant, je vais donner la parole à Thomas Charazo, à Élise Labbé et Léo Marchal, qui sont tous les trois en formation de licence, donc 3e année, sur la pauvreté étudiante, mais peut-être aussi sur le tabou de la pauvreté et la honte de la précarité à l'université. Vous avez la parole. On peut y aller ? Est-ce qu'on m'entend bien ? Je suis trop nul pour parler dans le micro, je précise. Si jamais on ne m'entend pas, faites-moi un signe parce que... voilà. Alors, comme M. Bergeret l'a dit, on est Thomas, Léo et Élise, donc étudiants en L3 Histoire sur le campus de Sciences Humaines de Nancy. Et on est membre du journal étudiant Historia, qui a comme but de permettre à chacun d'avoir accès à du contenu nouveau. C'est ce qui nous a amené à travailler avec M. Bergeret du CNES Grand Est en vue d'une interview que vous pourrez retrouver dans notre prochain numéro. Si justement vous voulez nous lire, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Historia Nancy, donc E-du-6 STORIA. Et vous pouvez aussi nous contacter par mail à historianancy@gmail.com pour l'aspect publicitaire de ce colloque. Voilà, et puis on va pouvoir commencer. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien ou pas ? Enfin, je sais pas. D'accord, ok, désolée. Oui, ok. D'accord, pardon. Oui. En nous penchant sur le sujet de la précarité étudiante, qu'elle soit financière ou sociale, nous avons découvert un monde bien plus vaste que ce à quoi on s'attendait. Donc, quand M. Bergeret nous a demandé il y a quelques semaines de réunir des étudiants de l'Université de Lorraine, c'est d'abord en fait poser à nous le problème de la sélection. En effet, que veut dire précaire en 2023 et comment prendre contact avec les étudiants sans prendre le risque en fait, de les blesser. Nous avons donc fait le choix de nous concentrer uniquement sur des étudiants en histoire, comme nous sommes au quotidien avec eux. Ce choix était certes compliqué à faire, car nous savions que la représentativité ne serait pas complète, mais il nous a permis de nous rendre compte d'un problème majeur et bien réel autour des notions de précarité, le tabou. Nous allons donc, à travers des bribes d'un témoignage, parler avant tout de notre ressenti à travers cette recherche. Alors pour cette recherche, on a envoyé un message collectif sur le sujet, et il y a un étudiant, donc Antoine, 20 ans, étudiant en 3e année dans notre promotion, qui s'est porté volontaire pour parler de son expérience en fait en première année universitaire. Cet étudiant, il était connu de tous parmi nos camarades de promo pour s'acheter régulièrement des montres à 800 €, et je le cite, réserver des taxis, avoir des chauffeurs personnels et exposer ses réussites en bourse. Quand il s'est proposé pour parler de son expérience, on a tous les trois douté. Est-ce que c'est vraiment le meilleur choix pour représenter l'Université de Lorraine à travers ce colloque ? On a pris la décision de l'écouter parce qu'au final, qui on est pour juger de qui est précaire ou pas quand nous-mêmes, on ne se juge pas précaire ? Très rapidement, on s'est rendu compte que chacun avait sa définition en fait, de précarité et qu'il fallait absolument rentrer dans des cases préfaites par chacun au risque de déclencher de vives réactions.
Donc d'autres étudiants, ils se sont interposés très rapidement en expliquant à Antoine qu'il n'était pas, encore une fois je cite beaucoup, le meilleur exemple dans ce rôle. Et s'en est alors suivi un débat houleux par messagerie qui a duré 13 heures. 13 heures, c'est le temps qu'il a fallu à chacun pour se rendre compte que cette prise de position méprisante, elle était ridicule. Faux témoignage, pas vraiment précaire, arrête de pleurer. Antoine, il s'est vraiment pris une vague de haine de la part des gens qu'il connaissait depuis des années. Et il y a une sorte de compétition en fait, qui s'est mise en place à travers notre promotion. Un de nos camarades d'ailleurs a dit, on dirait une compétition douteuse, le plus pauvre de la promo aura le droit de parler à Thomas, laissez Antoine exprimer son ressenti s'il a connu une mauvaise passe dans sa vie. Le but de ce colloque, on l'a expliqué aux gens à qui on a pu parler à midi, pour nous, c'est de rassembler des étudiants, mais aussi des personnes qui sont avant tout des humains, de tout âge et de tous les horizons, comme on a pu le voir depuis ce matin, pour échanger du sujet de la précarité, et ce, peu importe leur degré de précarité en fait. Un ami d'Antoine l'a défendu, il a insulté les autres d'humains dégoûtants, et un autre a surenchéri en disant « On vient d'assister à un débat sur qui est assez pauvre pour se considérer précaire, quelle formidable humanité ». Au moment-là, donc tout s'est passé par message, Antoine il a tout lu, mais il n'a pas répondu. Et en fait, on ne connaissait pas vraiment l'histoire d'Antoine, et pour être honnête, on ne voulait pas la connaître. C'est pas le sujet dont on aime parler autour d'un café ou avant un cours, c'est un sujet qui mérite bien plus d'attention que ça. Et l'attention, c'était assez difficile d'en apporter à Antoine, surtout sur ce sujet, parce qu'il étalait constamment sa réussite, comme je l'ai expliqué. Ça nous a prouvé qu'on ne connaissait jamais vraiment la vie de quelqu'un et que la précarité peut parfois se révéler d'ordre privé. En effet, Antoine il a été viré de chez lui à l'âge de 17 ans, de son domicile familial en Seine-Saint-Denis, et il arriva à Nancy chez ses grands-parents sans aucune affaire. Le quotidien qu'il venait de quitter, c'était alors des courses-poursuites avec la police à Bobigny, les éducateurs à Pantin et la misère. En arrivant à Nancy, suite à une décision du juge, il a été placé en internat avec d'autres jeunes en milieu défavorisé. Après son message, il s'est mis dans une colère noire, il m'a appelé à plusieurs reprises d'ailleurs, jusqu'à minuit, et il a commencé à défier quiconque de lui reprocher à nouveau sa réussite actuelle. Et le débat qui a suivi son message, il a pris fin un peu avant minuit, justement, comme je vous le disais. Il a touché à de nombreux sujets, donc la religion, l'homophobie, l'accès aux cours et les réseaux sociaux. Ces derniers jouent vraiment un rôle majeur dans la diffusion de la haine, que ce soit envers n'importe quelle minorité, y compris la précarité. Et cette tension entre des gens qui se côtoient tout de même depuis 2 ans, autant dans le monde virtuel que dans le monde réel, ça nous montre que pour la jeunesse, c'est des sujets importants, que ce soit ceux qu'on vient de citer, ou la précarité. Et cette dernière, justement, elle peut être perçue différemment selon l'âge, le genre, la région ou simplement son expérience personnelle. Antoine, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en échange scolaire au Canada jusqu'en fin décembre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vient de vous transmettre son histoire. Mais en dehors de ce témoignage, suite aux nombreuses réactions que je viens de vous transmettre, on a continué nos recherches. Après tout, pour bon nombre de gens, et je pense parmi vous certains quand même, vie étudiante rime avec précarité, financière comme sociale. Mais alors comment se définir précaire si nous, on vit chez nos parents, si on sort régulièrement, si on peut se permettre d'acheter des livres, d'aller au restaurant ou encore de voyager? Est-ce qu'il existe des degrés de précarité? Et comment savoir si nous, on est pauvres et est-ce qu'il est vraiment nécessaire de le savoir? Donc, du coup, ça n'a pas été facile de trouver des étudiants qui acceptaient de témoigner et qui étaient disponibles aussi pour venir se présenter ici. Et donc, sur la base de ce qu'on a entendu autour de nous ces dernières semaines, on est tout de même en mesure de penser que la précarité, c'est une honte pour tous. Dire à quelqu'un qu'on est pauvre change le regard que l'autre a sur nous. C'est pourquoi très peu ont souhaité nous répondre. Y compris après un questionnaire anonyme qu'on a mis en place auprès de l'université pour libérer la parole des gens, mais ça n'a pas fonctionné. On s'est donc penché sur les bourses qui permettent à des étudiants en difficulté de se payer un logement, de quoi manger un repas ou même l'accès à la culture. Et on a remarqué que les bourses semblaient s'ouvrir de plus en plus. Le Crous il permet à des milliers d'étudiants d'avoir les bourses. Et désormais, si chacun de nos parents touche 1 800 € par mois, on a accès on est éligible à la bourse échelon 1 ou échelon 0. Ce qui correspond à 1 450 € par an. Donc Antoine, dont on vient de parler, il est échelon 7, c'est-à-dire qu'il touche 6 335 € sur 10 mois. Et donc du coup, pour conclure, avant de passer à l'échange avec vous, on tenait à faire passer 2 messages importants. Donc tout d'abord, un étudiant, ça ne rime pas avec précarité, mais encore et surtout, il n'y a aucune honte à avoir lorsqu'on est en situation de précarité, peu importe sa définition. Car être précaire ne veut pas dire faire la manche, ne pas manger à sa faim ou être seul.
C'est un terme bien peu complexe que chacun ici a essayé de comprendre pleinement dans cette journée. Voilà. Donc moi pour ma part je suis étudiant en Master 2 recherche en histoire. En ce qui concerne la situation de précarité, donc je suis étudiant en situation de handicap. Je n'ai jamais réussi à travailler et je dispose juste pour seule ressource financière de l'allocation adulte handicapé qui s'élève à 971,37 €. Et je dépends intégralement financièrement et humainement parce que je ne peux pas me déplacer seul, je n'ai pas le permis et je n'ai pas la possibilité de me mouvoir avec facilité hors de mon fauteuil. Donc je dépends intégralement de mes parents qui sont à la fois mes garants financiers et mes aidants humains pour la vie de tous les jours, que ce soit pour du lever au coucher et ainsi que pour les transports. Donc je ne peux pas décemment vivre de manière solitaire et indépendant. Donc je suis dans ce qu'on pourrait appeler un entre-deux assez spécial, car même si je ne touche que 971 € par mois, mes parents touchent un peu plus du SMIC et ma mère est au SMIC. Donc je suis dans ce qu'on pourrait appeler la classe dite moyenne. Ça veut dire que je ne suis ni considéré par l'INSEE comme pauvre, donc pouvant toucher une bourse étudiante car mes parents gagnent beaucoup trop. Et je n'ai pas de capacité d'enrichissement, peu importe que je fasse, que je tente ou non de trouver du travail ou que je cherche à toucher des aides sociales, que ce soit de la CAF ou de la part du Crous. Même si j'ai cherché par tous les moyens possibles et imaginables à trouver du travail, étant donné qu'avant mon Master 2, j'ai quand même fait 2 diplômes professionnalisants, à savoir un bac professionnel gestion administrative, donc du secrétariat et de la comptabilité, mais également des études juridiques, un BTS notariat. Cependant, j'ai rencontré à chaque fois, dans chaque cursus, des obstacles liés à la société en règle générale, c'est-à-dire que soit les postes sont inaccessibles, c'est-à-dire que les bureaux, je ne peux pas passer en dessous avec mon fauteuil, soit mes diplômes ne correspondent pas aux besoins du monde du travail actuel, ce qui fait que quoi que je fasse, je ne peux pas vivre décemment et surtout envisager un avenir serein sans mes parents. On va donner peut-être la parole à Christophe. Alors, moi, je suis un cas spécial, puisque j'ai été un des premiers handicapés de mon handicap de naissance à être baigné dans l'école inclusive en 1974. Et c'était en Meuse. La Meuse était pionnière, parce que nous, par exemple, à la campagne, on faisait des trucs et après on montait plus haut. En ville, on écoute ce que dit le plus haut et on essaye de faire plus bas. C'est différent. C'est différent. En fait, nous, on avait fait notre truc et on a été devant le ministère de l'Éducation nationale en disant, vous voyez, c'est possible. Donc, ça doit être transposable ailleurs. Et c'est à la suite de ça où il y a eu des initiatives qui ont été faites. Et je suis fier d'avoir été un des pionniers et de l'avoir fait. Alors, il y a une chose que je voudrais rajouter. Moi, du moment qu'on me donne la hache, je me suis dit, du moment qu'on me donne la hache, j'allais donner mon temps au bénévolat. Je me suis aperçu que le bénévolat me faisait plus travailler que le travail normal, parce que je passe environ, avec toutes mes activités, politiques et autres, je fais de l'histoire, tout ça, ça me coûte à peu près,
25 à 30 heures par semaine, sans compter les transports, parce que là, les transports... Mais voilà, moi, à partir du moment où on me donne la hache, j'estime qu'il y a des gens plus malheureux que moi, et qu'on n'est pas obligé d'être dans le misérabilisme parce qu'on est handicapé. Donc, je suis parti du principe que je pouvais aider les autres. Mais attention, je ne supporte pas non plus qu'on me dise que je ne fais rien, et vous ne trouverez pas en moi... J'entendais tout à l'heure un monsieur qui disait « Oh, mais moi, j'ai essayé de le faire admettre à la personne que je recevais qu'il était déjà handicapé. Or, moi, je suis une personne à mobilité adaptée. C'est différent. Le handicap, chez moi, n'existe pas. J'ai un fauteuil, j'ai fait des tas de diplômes, j'ai recommencé mes études à 35 ans, puisque à l'époque où moi j'avais un rêve d'enfant, je voulais être éducateur spécialisé, mais ça m'a été fermé un peu sèchement à l'époque où j'ai demandé. Ça, je vous le dis ça entre nous, c'est rien qu'entre nous. Mais j'ai repris mes études après, parce que, voilà, mais j'avais fait une carrière de sportif de haut niveau, de haut niveau, oui, on peut appeler ça comme ça, de haut niveau universitaire. Après, j'ai demandé mon classement de sportif de haut niveau universitaire à 35 ans. Je vous laisse imaginer la tête de la commission qui a été chargée de m'accorder ce statut, parce qu'ils étaient plus jeunes que moi. Donc ça m'a fait légèrement rigoler. Il faut arrêter le misérabilisme, je sais bien que c'est... Mais un handicapé, moi de toute façon, j'ai... Tout ce qu'on m'a refusé professionnellement à l'époque, parce qu'on m'a dit « Si vous êtes handicapé, le mieux c'est de rester chez vous ». Je vous parle de ça quand j'avais 20 ans. Tout ce que j'ai pas réussi à faire professionnellement, je l'ai fait bénévolement. Alors, qu'on m'explique la différence. On voulait pas me payer, quoi, c'est tout. Merci. Quelques discussions maintenant avec la salle. Déjà peut-être sur la première séquence où on voit que les débats sont rudes entre les étudiants quand on aborde la question des pauvretés, et vous ne vous y attendiez pas. C'est bien ça, vous. C'était une surprise. Vous en dites quoi, vous ? Casimir Smirowski, moi je suis bénévole à Emmaüs, mais j'aurais une question à vous poser, je ne sais pas vous. Le fait d'avoir honte de dire que vous êtes pauvre, est-ce que c'est est-ce que vous avez des discussions politiques aussi entre étudiants ? Parce qu'il y a aussi peut-être, quand on a une connaissance aussi du niveau social ou des différents statuts, on arrive à se situer dans la société et on aborde plus facilement ce problème-là, je pense. Votre question elle-même, c'est est-ce qu'on débat aussi de la politique Oui. Okay. Oui, alors justement, il faut savoir que notre promotion est composée en grande partie d'étudiants situés plutôt à gauche et que certains étudiants, dont Antoine, est situé plutôt à droite et lui est engagé politiquement dans des conseils, etc. Et c'est vrai que ça suscite aussi des tensions parce que c'est encore une fois un sujet qui touche les jeunes et vraisemblablement, quand on y touche... ils y mettent du cœur, peut-être des fois un peu trop, ce qui fait que à chaque fois qu'il y a un débat, ça part rapidement dans les insultes. Oui. Ouais, j'y peux rien. Moi. Mais oui, il y a des débats, et à chaque fois qu'on débat, d'ailleurs, dans la promotion, ils pourront le dire, ça finit très rapidement à devenir violent. Par message ou dans la réalité. Donc il y a de la tolérance. Ah oui, très clairement. Question ? Oui, merci. J'interviendrai tout à l'heure. Donc je ne suis pas intervenu depuis ce matin, mais là, je voulais intervenir sur la question du handicap ou d'une adaptation. Pour aller dans votre sens, en fait, sur ce qui est dit, puisque je suis universitaire et au risque de dire du mal de mon institution, on a un réel problème d'intégration ou d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap à l'université. Et vous dites que vous étiez à l'école inclusive de la première en 1973. On a quand même un réel problème aussi sur l'inclusion scolaire. Donc c'était simplement pour aller
dans le sens qui a été dit quand vous dites que vous ne pouvez pas accéder aux examens ou autres. Sur d'autres sites de l'Université de Lorraine, c'est exactement la même chose, quoi. Donc on est en très grande difficulté, y compris du point de vue des enseignants-chercheurs, là-dessus. Attention, je n'ai pas dit que tout était rose, que tout était joli. Ah non, c'est pas rose du tout. Hein. Ah ben non, je l'ai connu à deux époques. Hein. Je peux vous dire qu'en en 1991, c'était encore pire. C'était encore pire. J'ai pas dit que c'était rose. Je l'ai vécu, j'en suis sorti il y a quoi ? Il y a 3 ans, et encore, je suis encore à moitié dedans. Mais rien n'est rose. Mais du côté des enseignants non plus. C'est pas parce que pour les enseignants, quand on leur demande des cours par ordinateur, beaucoup refusent encore de les donner. Alors moi je veux bien balayer devant ma porte en disant que tout n'est pas rose, d'accord ? Mais il faut que les enseignants se posent la question et nous facilitent aussi la tâche. Parce que si vous saviez le nombre d'heures que j'ai passé à essayer d'arranger tel ou tel truc, à un moment donné, je passais plus de temps dans l'administration et en essayant de convaincre toutes les huiles des universités ou tout ça pour arranger mon cas que d'aller en cours. Bon, moi, j'avais de la chance, c'est que j'adorais lire, donc je pouvais lire après, je pouvais rattraper mon retard, mais je ne dormais pas beaucoup. Alors, ce que je voudrais simplement dire, parce que ça me vient à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de gens, l'ascenseur ne fonctionne pas. Ça ne sera réparé que dans 3 mois. On a un effort considérable à faire pour tout ce qui concerne l'accessibilité. C'est vrai pour les personnes à mobilité réduite, mais c'est vrai pour beaucoup de gens qui sont personnes âgées, qui ont à un moment donné une difficulté de mobilité. Et malgré les efforts qui sont accomplis par les pouvoirs publics, je veux dire, en réalité, on recule toujours les investissements qui sont, c'est vrai, considérables d'accessibilité, qui nécessitent aussi de repenser la manière dont on bâtit les logements. Et les pauvres qui vivent dans des bâtiments sinistrés sont encore plus touchés que les autres, parce que ceux qui vivent dans une tour où il y a les moyens à un moment donné de faire connaître que c'est intolérable que l'ascenseur ne fonctionne pas pendant 3 jours, je ne dis pas pour les autres, parce que c'est 3 ou 4 mois, et ils n'ont pas les moyens de l'expression et de se faire entendre de la même façon. Je voulais juste réagir sur ce que le monsieur, dont je ne connais pas le prénom, je suis désolé, vient de dire. Christophe, enchanté Christophe. Juste réagir du coup sur ce que vous venez de dire par rapport aux professeurs qui ne veulent pas transmettre les cours sur ordinateur. Non, justement, il y en a qui sont d'accord. Et je voulais réagir parce que nous, on est en 3e année, et quand on arrivait en première année, on a reçu un mail de certains de nos professeurs qui nous expliquaient en fait que des élèves faisaient un commerce de cours par rapport aux élèves justement qui ne pouvaient pas accéder aux cours, soit parce qu'ils étaient en situation de handicap et que les ascenseurs étaient en panne parce qu'ils étaient malades ou qu'ils avaient un rendez-vous. Et il y avait tout un commerce qui s'était mis en place qui faisait que tous les étudiants justement précaires qui ne pouvaient pas se permettre de payer des cours étaient en retard sur les examens. Voilà, c'était l'information. Oui, non, je sais, on a eu la même information. À un moment donné, il faut privilégier les élèves en situation de handicap et s'en foutre du commerce. Ah, mais je suis bien d'accord avec vous, et il faut réparer. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Université de Lorraine s'est engagée à réparer rapidement. Je me suis battu contre les professeurs avec ça. Non, mais je suis bien d'accord avec vous. En 2 ans, donc je connais bien. Voilà, écoutez, on va mettre fin à cette séquence. Un grand merci pour vos prises de parole et l'aperçu qu'on a.